Ils sont négligés par le système. Ils travaillent beaucoup la nuit. Ils sont toujours dans l'action. Ils parlent en langage codé et roulent à toute vitesse pour sauver des vies. Non, non, je vous parle pas de Batman, je vous décris de véritables super-héros modernes, les paramédics. Vous écoutez Réseau Enfer. Salut la gang, bienvenue dans Réseau Enfer, le podcast qui crie à l'aide pendant que le gouvernement nous dit que ça va bien. Il faut que notre message, votre message, touche le plus de gens possible. L'avenir du réseau de la santé et de votre profession en dépend. Soutenir la cause des soignants est tout simple. Abonnez-vous à Réseau Enfer sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Cliquez sur j'aime et laissez un commentaire pour améliorer notre visibilité sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, on va voir à quel point ça va bien chez nos paramédics. Vous pensez que leur pire stress est causé par les blessés graves, les personnes intoxiquées ou les routes crevassées du Québec? Détrompez-vous, il y a pire. Il y a les gestionnaires et les politiciens déconnectés qui jouent dangereusement avec la sécurité du public et avec la santé mentale des paramédics. Tout ça pendant que les paramédics sont sans convention collective depuis des années. Tout ça pendant que le gouvernement octroie des augmentations de salaire faramineuses aux députés. Tout ça pendant qu'on gaspille des milliards de dollars dans des entreprises qui font faillite. La table est mise. Bon épisode. Réseau Enfer accueille aujourd'hui un paramédic d'expérience. Il participe à cet épisode pour les bonnes raisons, pour dénoncer les décideurs et faire avancer sa profession. Il s'exprime beaucoup mieux que moi et je suis désolé d'avoir à modifier sa belle voix. Bienvenue dans Réseau Enfer. Ben bonjour, merci de me recevoir. Ah, ça fait plaisir. Écoute, je suis certain que cet épisode-là va intéresser beaucoup de gens. Parle-nous un petit peu de ton parcours professionnel. Oui, ben moi dans le fond, j'ai fait un DEC en soins préhospitaliers d'urgence. Je suis paramédic depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé un peu partout au Québec. J'ai fait aussi du syndicat dans mes jeunes années. Puis voilà, j'ai travaillé sur des horaires différents. Je me suis promené un peu. Donc Tu c'est as un peu ça vécu mon la vraie parcours. vie de paramédic. La vraie vie sur le terrain, c'est ça, à subir les quarts de nuit, les horaires de faction, Ouais. les 12 heures, etc. Là, ouais. Puis les situations inexplicables. Le- Les, oui, les situations inexplicables, les situations difficiles, Ouais. il y a plein de choses. Puis tu sais, je sais pas si je peux dire ça d'entrée de jeu parce que quand on parle des paramédics, on parle souvent, quand on entend les paramédics parler ou dénoncer, souvent on se fait reprocher puis on se fait dire ben, si t'aimes pas ton travail, quitte, tu sais, dans le fond. Mais je veux juste mentionner pour les auditeurs que ce que je fais présentement, c'est pas parce que j'aime pas mon travail, au contraire, j'adore mon travail. Je vais l'expliquer au cours de l'émission. Il y a deux volets à être paramédic. Il y a tout ce qui est les soins aux patients, faire de l'ambulance, la camaraderie avec les collègues et le reste qui est toute la gestion, qui est les irritants du préhospitalier. Voilà, je voulais le Oui. dire d'emblée. Ben, tu fais bien, puis ça ressemble un peu, dans le fond, à plusieurs métiers en Oui, santé, que il y a une raison pour laquelle on fait ce travail-là, à quelque part, c'est être un soignant. Ça fait partie de notre identité, quelque chose qu'on veut puis qu'on aime faire. Mais ça veut pas dire qu'on devrait endurer n'importe quelle exactement. condition de travail puis de façon de se faire traiter aussi. Exactement. Pour une rare fois, je vais raconter une petite anecdote. Ma seule anecdote avec des ambulanciers. Euh, J'étais à un événement sportif, puis j'ai eu une grosse douleur abdominale, région du rein droit, 10 sur 10.
Puis tu sais, en cordonnier mal chaussé, puis orgueilleux un peu, ben j'ai attendu, j'ai attendu. Bref, je pense que j'ai attendu 2 heures à endurer ça, à me tordre de douleur dans un petit coin pour déranger personne. Puis finalement, mes amis ont appelé l'ambulance. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, aussitôt que l'ambulance et les paramédics sont arrivés, j'avais plus mal, du tout. Puis là, ils m'ont apporté à l'ambulance quand même. Fait que ça, c'est ma seule, c'est ma seule expérience avec les paramédics. Là, ils me posaient des questions. Puis là, ben non, j'ai plus mal. Puis est-ce que vous êtes vraiment obligé de m'apporter? Oui, on est obligé de t'apporter parce que là, Ouais. c'est quand même une douleur abdo puis tout. Puis l'investigation a rien donné finalement. Mais en tout cas, je voulais juste le raconter puis te demander si c'est ce genre de situation-là que tu vis des fois. Ben, ça l'arrive constamment. C'est à peu près 90% de nos appels ambulanciers qui sont non urgents, qui Ah nécessiteraient ouais. pas nécessairement une ambulance, tu sais. Puis, euh, tu dis dans ton anecdote que j'avais plus mal, j'ai demandé au paramédic, est-ce que vous êtes obligé de m'amener? La réponse est oui. On n'a pas le droit, comme paramédic, de refuser d'emmener un patient. On n'a pas le droit. Ouais, ouais. Il existe de la coévaluation qui a été mise sur pied récemment, qu'on peut appeler une infirmière, un infirmier en coévaluation, présenter les symptômes des patients, puis rediriger le patient vers une ressource autre que l'urgence. Mais ça prend l'approbation d'une infirmière. Mais comme paramédic, on n'a pas le droit de dire à un patient désolé, je t'emmène pas, même si ça fait 15 fois qu'il t'appelle pendant ton quart de travail, même si c'est pour rien, même si on est obligé de transporter tous ceux qui veulent être transportés. Et je suis sûr que tu vas me poser la question de est-ce que c'est déjà arrivé d'apporter des gens à l'hôpital pour qu'ils aillent faire leur épicerie? La réponse, c'est oui. Ben, tu m'as vu venir avec mes gros Oui, sabots. mais c'est le cliché. Puis est-ce que, tu sais, excuse-moi, je prends la balle au bon tout de suite, Ah, mais vas-y. est-ce que les gens passent plus vite à l'urgence parce qu'ils arrivent en ambulance? La réponse est non. C'est tout le monde passe au triage. Si votre condition, elle est urgente, là, oui, vous allez passer plus rapidement. Mais si elle ne l'est pas, vous passez au triage comme tout le monde, puis vous allez dans la salle d'attente comme tout le monde. Oui, parce que en bout de ligne, c'est l'infirmière du triage qui te donne ta cote de priorité. Donc, Exact. c'est pas important si c'est une ambulance qui t'a amené ou si t'es venu à la course. Exact. Exact. À moins que l'état du patient soit instable. C'est ça. T'sais, un patient en arrêt cardiaque, on s'entend, là, j'exagère, mais un patient en arrêt cardiaque va passer AVC, polytrauma, des choses comme ça, douleur thoracique. Bon, c'est des patients qui vont passer avant. Ouais. Ton métier, c'est un travail qui intrigue beaucoup les gens. Oui. C'est quoi la question qu'on te pose le plus sur ton travail? C'est quoi le pire cas? C'est toujours Ah ça. ouais, ben c'est quoi le Ouais. pire cas? Ben, c'est moi la pire chose, mais c'est toujours relatif d'un paramédic à l'autre. Tu sais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de pire. Comment je pourrais dire ça? Moi, j'ai vu quelqu'un se tirer une balle dans la tête puis être encore vivant. Bon. Puis avoir du Ah cerveau, my. avoir du cerveau dans les mains, puis tu sais, c'est ça, là. Bon. Moi, c'est ça. Il y en a d'autres que ça va être des accidents avec des drames. Il y en a qui ont vécu lac mégantic. Il y en a qui ont vécu des choses in- extraordinaires. Pas extraordinaires dans le bien, mais extraordinaires. Des Exceptionnel, exceptionnelles, ouais. à peine nommable. Tu sais, on trouve mal les mots pour exprimer ce qu'on a vécu. Exact, exact. Mais c'est pas nécessairement la gravité du patient. Des fois, c'est juste le contexte. Tu Mhm. sais, c'est un travail qui est méconnu du public. Ça, c'est une chose. Mais c'est un travail qui est, dans les faits, un privilège parce qu'on est un des seuls rares métiers à rentrer dans l'intimité des gens. Tu sais, c'est nous qui va aller chercher monsieur, madame dans le bain, pas capable de se relever ou que la personne va être tout nue. Puis on rentre dans l'intimité des gens. Puis des fois, c'est pas nécessairement la condition clinique, c'est plus le setup. Tu rentres chez les gens, c'est le setup. Tu dis, OK, c'est bizarre. Tu sais, moi, j'ai déjà rentré dans un domicile que c'était pour une mort attendue, puis il y avait des chandelles d'allumées partout, des lampions, puis la famille priait autour, puis Ouais. c'était weird, là. C'était. Tu sais, Quasiment tu rentres dans une église sectaire ou ben, quelque chose comme ça. puis toi, t'es là, puis salut, je fais mon Je travail. viens,
Je viens assister au dernier moment, puis... Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que je veux quand même faire attention parce que je veux pas être identifié, mais un de mes cas marquants que j'ai eu en carrière, c'est un patient qui est mort, qui est décédé, puis la dernière personne qu'il a vu vivant, pour lui, c'est moi, dans l'ambulance Hmm. en arrière, puis je veux dire, s'asseoir complètement à 90 degrés, les yeux ouverts, me regarder, puis lâcher son dernier souffle, puis juste Ah oui, décéder là, c'est quelque chose qui, je vais m'en souvenir toute ma vie, là, c'est, oh, ok, c'est marquant, c'est certain. ouais, c'est ça. Peux-tu nous apprendre deux, trois codes radio que vous utilisez dans les paramédics? Des codes radio. Ouais, vous devez avoir des numéros, je sais pas, un peu à la 10-4, là, des Ben choses comme ouais, ça. ben 10-4, c'est on confirme la Ouais, ouais. communication. Euh, ben là, le 10-09, ça c'est la période de repas, ça c'est pas mal. Ah, c'est le- votre préféré. c'est notre préféré, le 10-09. Le 10-89, c'est la fin de quart de travail. Sinon, dans les codes radio, ben, tu sais, c'est des codes de déplacement des véhicules, mais de moins en moins, on en fait parce que de plus en plus, le Québec est avec du numérique, donc des tablettes, puis de l'informatique. Moi, où ce que je travaille, c'est tout informatique. Là. On fait plus de communication radio. OK. Mais dans les codes d'appel, parce que chaque situation d'un patient qui appelle le 911, il y a un code clinique qui sort à ça. Là. Ça va de 1 jusqu'à 33. Puis chaque code veut dire de quoi. Là. Fait qu'un 1, exemple, c'est une douleur abdominale. Bon. Mais un 9 écho, ben un 9 écho, c'est un arrêt cardiaque. Un OK. 31 delta, c'est une personne inconsciente. Un 29, c'est un accident d'auto. Fait que nous, on a tous ces codes-là. Fait qu'on le sait que si, exemple, je vais sur un 29, ben ça va être un accident. Et là, fun fact, souvent, le code qu'on va se faire donner ne sera pas la condition du patient. Ce sera pas ça. Non. Fait que Comment ça? ben, c'est que les gens, quand ils appellent au 911, il y a toujours un peu cette tendance un petit peu d'exagération de la condition, tu sais. OK, ouais. C'est pas. Puis les répartiteurs médicaux, ils n'ont pas le choix de se fier à ce que les personnes donnent au téléphone. Donc, exemple, quelqu'un va appeler parce qu'il s'est fait mal à une jambe, mais le répartiteur doit demander est-ce que la personne a de la difficulté à respirer. Mais si la personne dit oui, ben là, ça va tomber en problème respiratoire, donc ça va être urgent. Mais à la base, le problème n'est pas respiratoire, tu sais. Fait qu'on Ouais, ouais, je surcote, comprends. on surcote des priorités parce que les priorités d'appel, c'est de 0 à 8. 8 étant le moins urgent, c'est un retour à domicile. Exemple, un patient qu'on retourne à son centre hospitalier d'origine, qui est venu dans un centre spécialisé faire des tests. On va le retourner chez lui. Puis priorité 0, ça va être un arrêt cardiaque. Il y a un cas de mort imminent là. Ça prend une ambulance là. Fait que c'est ça. Ouais, quand même. C'est quoi vos critères pour déterminer si on débute les procédures de réanimation, tu sais? Parce que des fois, c'est comme évident que les gens sont morts. C'est quoi vos critères? Ouais, ben, il y a ce qu'on appelle les cas de mort évidentes. Bon, il y a les morts attendues, les morts évidentes, les morts. Exemple, tu vas arriver puis la personne va être en momification, en rigidité cadavérique, OK, décapitation, des choses comme ça. Là, tu ne feras pas de manœuvre, mais si tu arrives puis qu'il y a un défibrillateur d'installer, que évidemment. euh, Toi, tu mets tes électrodes, tu mets tes pattes de défibrillation, tu vois un rythme défibrillable. Si l'arrêt cardiaque a été témoigné par un témoin ou un premier intervenant, un premier répondant, il faut que tu fasses des manœuvres. Si c'est une noyade en bas de 18 ans, il y a plusieurs critères comme ça qui font qu'on doit faire des manœuvres, mais c'est pas parce qu'on débute des manœuvres qu'on va pas cesser des manœuvres. On peut faire des arrêts de manœuvre. Donc, on a tout tenté, on a fait des analyses aux 2 minutes pour défibriller. Il y a des critères qu'on doit vérifier. Est-ce qu'il est en hypothermie en bas de 18 ans? Est-ce qu'il y a une trachée? C'est-tu un étouffement? Est-ce qu'il y a un DAVG, un cœur mécanique, etc. Des choses comme ça qu'on doit valider. Puis si le patient n'a pas ces critères-là, on peut faire un arrêt de manœuvre et faire un constat de décès qu'on appelle dans le un. feu de Ouais. l'action, ça va vite, j'imagine, des fois. Est-ce que, dans le fond, vous êtes en équipe de deux, fait que j'imagine qu'il y en a un qui vérifie plus
Ouais. les critères, puis l'autre commence les manœuvres jusqu'à ce que l'autre dise OK, Ouais, on ben, arrête ou quelque chose comme ça. ça a l'air gros comme ça. Puis, tu sais, ça, ça a l'air gros, mais dans les faits, quand tu le fais, c'est une séquence. C'est vraiment programmé, c'est une séquence. Chacun, c'est son rôle, parce que sur chaque intervention, tu as un paramédic 1 puis un paramédic 2. Donc, le paramédic 1, c'est lui qui va intervenir. Le paramédic 2, c'est lui qui va conduire l'ambulance. Puis là, ça, on alterne à chaque intervention. Mais le paramédic 1, OK. lui, il sait son rôle sur, mettons, l'arrêt cardiaque. Il sait c'est quoi son rôle. Le paramédic 2 va savoir c'est quoi son rôle. Puis, c'est c'est une séquence. Tu la suis, tu pars du point 1, tu descends jusqu'à la fin. Fait que les gens voient ça gros, mais dans les faits, ça reste dans toutes nos interventions, ça reste quelque chose qui est quand même facile à faire parce que, comme je dis, c'est une séquence. Là où ce que ça devient compliqué, c'est quand tu rentres dans des cas médicaux que tu dois questionner les patients sur leur état de santé, que là, monsieur, il prend des médicaments, mais il ne sait pas pourquoi, parce que c'est madame qui s'occupe de ça, mais là, madame n'est pas là, puis là, tu as un casse-tête, tu dois essayer de le monter. Ça, c'est plus compliqué que de faire un arrêt cardiaque. Pour moi, en OK. tout cas. Je vais Ouais, pas ouais. dire. Ben, on a bien compris comment ça fonctionne. C'est intéressant. Là, c'est le moment où je détache ta laisse, je te lâche lousse, puis on va commencer à parler du mode de gestion. C'est qui gère ça, les services d'urgence, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que tu observes. Le système préhospitalier au Québec, c'est un jeune système. Avant, ça appartenait au salon funéraire. C'était les salons funéraires qui géraient les ambulances. Il y a même eu des services de police qui faisaient aussi les services ambulanciers. OK. Ça a tout été restructuré par le gouvernement pour dire non, attendez, là, on va donner des soins parce qu'à l'époque, quand c'était les salons funéraires qui s'occupaient, c'était plus payant pour un salon funéraire d'aller chercher un corps que d'aller chercher quelqu'un de vivant. OK? Puis, il y avait plusieurs entreprises dans une ville, puis parce que c'était des ambulanciers à cette époque-là, ça se battait à coups de poing pour savoir qui allait ramasser le corps, puis ça bloquait les trucks des autres, puis c'était vraiment le bordel. Bon. Ah oui. Il y a eu une restructuration. Ça a commencé à être géré par le ministère, de dire non, attendez, on va faire de quoi de professionnel avec ça. Et là, le mode de gestion aujourd'hui, c'est en grande majorité, 80%, c'est du privé. Ensuite, il y a des OBNL, il y a des coopératives, puis il y a Urgence Santé sur l'île de Montréal-Laval qui est paragouvernementale. Donc, Montréal, c'est directement gouvernemental. Et le reste, il y a des coops, des OBNL, du privé. Fait que là, on dispatche l'argent là-dedans, puis gérer ça, puis envoyer. Mais là, ça va devenir complexe. Ben Parce déjà, la structure n'a pas de l'air simple, là. elle est pas simple. OK? Mais les employeurs au Québec, ils ont un contrat de service avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Parce que nous, on est régi par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, ils ont un budget avec le ministère. Ils ont un contrat. Voici, vous avez tant, puis vous gérez. Ensuite, il y a les associations patronales, que eux, c'est des regroupements d'employeurs qui sont ensemble. Ensuite, le financement des entreprises ambulancières, c'est à la hauteur d'à peu près, là, je vais vraiment être conservateur sur mon chiffre, là, mais c'est à peu près 94% financé par le public. Donc, c'est des enveloppes budgétaires à même l'argent des contribuables qui sert à financer les entreprises. Le pourcentage qui reste, c'est où ce que les employeurs vont faire des profits qui n'est pas financé, c'est tous les coûts des transports. Les transports, les événements, euh, exemple, je sais pas, là, tu organises une course de moto puis tu as besoin d'une ambulance, ben ça se peut que tu payes, l'organisation va payer directement à l'employeur, à l'entreprise ambulancière. Je veux une ambulance, je te donne un montant, puis bon, tu viens couvrir l'événement. Je loue une ambulance, puis tout. Donc, c'est cette partie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises ambulancières, avec l'argent du public, se créent des profits avec ça. Et ces profits-là ne sont pas redistribués nécessairement aux soins aux patients. C'est du privé, hein? Fait que c'est de faire des profits. Donc, le ministère exige un minimum d'équipement dans les ambulances. Voici les équipements que vous devez mettre à disposition. Mais le reste, une entreprise peut arriver et dire, ben moi, je vais en mettre plus. Puis un autre peut dire, ben moi, je vais mettre le minimum.
Même si j'ai le budget, je mets le minimum, puis je mets le profit. Parce que même si le financement est public, ça reste une gestion très locale, donc Ouais, en fonction de qui coordonne tout ça dans le secteur, dans c'est la ça. région. C'est ça, exact. OK. Et là, dans la gestion, il y a ce qu'on appelle bon, il y a le ministère de la Santé, il y a la table, il y a le directeur médical national, qui est lui, c'est lui qui fait fi de tous nos protocoles. Et ensuite, il y a la table médicale régionale. C'est chaque région du Québec a un directeur médical et chaque région a ses particularités en termes de soins aux patients. Ça veut dire que tu peux être dans une région, recevoir X soins, puis aller dans l'autre région juste à côté et pas recevoir les mêmes soins. Ça dépend des particularités. Parce que les protocoles sont Ils sont différents, puis différents. la façon de redistribuer le financement aussi. Je crois pas que ça a un impact avec le Non. financement parce OK. que les employeurs doivent se plier aux exigences du ministère. C'est OK. vraiment, souvent, ça va être vraiment une question avec les spécialités. C'est sûr que si tu demeures sur la Côte-Nord versus tu demeures à Montréal où il y a plus de spécialités, ça se peut que tes corridors changent ou de transport changent ou des soins changent. Tu sais, comme sur l'île de Montréal, ils vont avoir des soins avancés qui vont donner plus de médication. Ben, en région, il n'y en a pas, mettons. Fait qu'il y a toute cette structure-là. Et rajoutons les CIS et les CIUS qui eux autres aussi ont leur mot à dire, qui font partie, parce que quand tout ce qui est ajout de véhicules dans une région ou conversion d'horaire, de faction en horaire à l'heure, c'est toutes des demandes que les CIS et les CIUS doivent faire au ministère. Et là, en plus de tout ce monde-là, il faut rajouter Santé Québec. Ben oui. Ce qu'eux autres Ça viennent fait se... du monde à la table. Ben là, ça fait pas mal de monde. Puis quand on parle de négociation, quand on négocie une convention collective avec tout ça, ben là, t'as Mhm. le ministère, t'as les employeurs, t'as le conseil du trésor, puis t'as les syndicats. Fait que là, t'as tout le monde à cette table-là, puis go, on essaye de faire une convention, puis là, ben c'est ça, c'est long. Puis tout le monde tire la couverte sur son bord. Puis évidemment, le syndicat, c'est une très petite part de ça, là. Ben, les syndicats, c'est une très petite part. Puis nous, les syndicats, tu sais, on est à peu près, là, un chiffre comme ça. Là. Mettons qu'on est 5000 paramédics au Québec. Là. Ben, tu sais, peut-être 6, mettons. Je vais vraiment être généreux, mais mettons qu'on est 6000 paramédics au Québec. Parce que le ministère de la Santé et des services sociaux reconnaît les paramédics décédés comme actifs. Donc, Ah mettons, my God. tu sais, les autres, parce que les autres, ils reconnaissent pas la pénurie de main-d'œuvre parce qu'il y a Ouais. une pénurie. Et fait que eux, quand tu regardes qui est actif, ben, il y a des paramédics qui sont décédés ou des retraités qui ont encore le statut actif de paramédic. Fait que maintenant qu'on est 6000. Est-ce qu'ils ont le droit de vote aussi, les paramédics décédés? Ben, je- écoute, je Comme le en sais pas. 1940. Ouais, c'est ça, c'est ça. On fait voter ce monde-là, puis n'a pas de problème, tout est beau. On ferme les yeux sur un problème, tu sais, ça, c'est pas... Ouais. Ben, mettons qu'on est 6000, là. Ben, sur 6000 paramédics, il y a quoi? 4 syndicats? 5 syndicats? Fait qu'on est vraiment dilué en termes de force de frappe. Puis, dans nos moyens de pression, ben, on n'a pas de levier vraiment pour faire mal aux employeurs ni au ministère parce que on est un service essentiel, puis tous nos Ouais. moyens de pression sont régis par le tribunal administratif du travail. Donc, on fait pas, à part de la visibilité, le mouvement est pas est très dilué. Très, très, très dilué. Ouais. Ben, nous autres, les infirmiers et infirmières, on a un peu une situation similaire, mais on nous voit faire du piquetage des fois. Vous, je me souviens pas d'avoir déjà Non, vu des paramédics faire du piquetage, ça existe pas, ça. ça n'existe pas. Nous, on peut pas arriver et dire il n'y a pas de piquetage, on doit aller sur nos corps de travail, on doit respecter. On peut pas arriver et dire d'un matin on ferme un truck là. Ça peut Ouais, pas, ça peut pas parce que c'est- il va y avoir des responsables, tu sais. ouais. Il y en a. Il peut y avoir des morts, Ben, il peut y avoir des morts, exactement. Puis, tu sais, les employeurs jouent souvent cette carte-là de dire, ah, évidemment. ben là, tu sais, si vous vous présentez pas, ben là, il y a des gens qui vont mourir. Fait que là. Mais, tu sais, des employeurs qui ferment des camions parce qu'il manque de personnel, ça, il n'y a pas de problème, là. Tu sais, Ça, les c'est trucks qui correct. ferment, ça, c'est C'est une correct. décision
Une décision administrative Oui, justifiée. oui. Et puis gérer le risque, parce que dans le préhospitalier, il y a ce qu'on appelle la gestion de risque. La gestion de risque, ça roule en ville, il manque de camions, on croise les doigts puis on espère qu'il se passe rien. C'est ça la gestion de risque. On bouge pas, on garde le statu quo, on bouge pas, Colin, qu'on espère qu'il se passe rien. Puis quand il se passe de quoi, ben là on va dire ben là c'est pas de notre faute, c'est la faute du mini. Tu sais, c'est ça. Fait qu'ils gèrent ça un peu comme une game de poker. Tu sais, on espère qu'il va rien se passer, on va enlever un truc, on va sauver de l'argent, puis... Ben, c'est ça. Puis de plus en plus, ce que le ministère demande, c'est de presser le citron encore plus sur les paramédics, d'augmenter les disponibilités, de faire encore plus d'actes, de faire encore plus d'appels. On presse vraiment beaucoup le citron, mais les gens quittent la profession. Mais personne ne se questionne pourquoi. On aime mieux blâmer un et l'autre que de se regarder dans le miroir et se dire, ben, tu sais, c'est peut-être notre gestion qui est pas bonne, là. C'est peut-être nous autres qui prennent des mauvaises décisions, mais tu sais, ça, jamais ça va arriver, là. Non, ça m'aurait étonné. Mais tu sais, parce que c'est plus facile de critiquer ou de taper ses doigts des paramédics qui sont un peu plus revendicateurs, qui dénoncent, de dire, au lieu de juste les écouter puis de dire, ben, tu sais, attendez un peu, là. Là, vous chialez, là, vous dénoncez, mais c'est quoi le problème? Tu sais, on va s'asseoir et on va vous écouter, mais ça arrive pas, là. On n'est pas écouté. Fait on est géré par des gens qui, en général, n'ont jamais fait d'ambulance. Et s'ils en ont déjà fait, ben, ils ont oublié c'est quoi faire de l'ambulance. Puis c'est pas. On rit, mais c'est pas une blague, c'est ça quand même, tu sais. Non. Ben, quand je t'ai parlé au téléphone, tu les as qualifiés de mafia. Explique-nous ça. En quoi la gestion de nos services d'urgence peut être qualifiée de mafia? C'est des propos que j'ai eus, ça, je le reconnais, là. C'est des discussions que j'ai eues avec des gens à l'externe qui ont couvert un peu le préhospitalier puis qui ont osé gratter. Puis, si les gens regardent l'émission La Facture, ça parle d'une entreprise ambulancière, puis on voit l'organigramme un peu comment c'est fait, puis où l'argent va, puis à quel point les employeurs, les entreprises du Québec n'ont pas de compte à rendre au ministère sur la gestion monétaire qu'ils font. On donne de l'argent public, puis on ne demande pas de compte rendu. C'est gérer comme vous voulez, puis voilà, c'est ça. Fait puis pour être dans le milieu... Fait qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi sur où va l'argent. Ben, il n'y a pas de suivi. Tu sais, je veux dire, le ministère, à chaque contrat de service, serre la vis aux employeurs, mais je veux dire, le ministère n'a pas de courage puis d'exiger aux entreprises. Tu vas m'ouvrir tes livres puis tu vas me montrer où est-ce qu'il va l'argent, tu sais. Ouais. Ça, il n'y a pas de volonté qui est faite là parce que le ministère ne veut pas avoir à gérer le préhospitalier parce que c'est une gestion de plus qui s'ajouterait à l'énormité du réseau de la santé, tu sais. Fait qu'ils veulent pas avoir... Ils en ont déjà plein les bras. Mais c'est ça. Ben oui, puis tu sais, je mentionnais tantôt qu'on est dans le milieu de la santé, mais ça, c'est toujours relatif. Ça dépend quand. Des fois, on est reconnu comme des professionnels. Oui. Puis des fois, on est exclu du réseau de la santé. Puis des fois, tu sais, juste à titre d'exemple, pendant la pandémie, quand il y a eu les primes qui ont sorti, les primes de dangerosité COVID, il y avait le 8% pour ceux qui étaient en première ligne, puis il y avait le 4% pour ceux qui faisaient du travail essentiel, mais qui n'étaient pas à risque d'avoir la COVID. Ben nous, le ministère, d'emblée, nous a mis dans le 4% en disant « Vous n'êtes pas à risque d'avoir la COVID. » Mais je veux dire, c'est nous on allait chercher le monde à leur résidence qui nous toussait d'en face, puis tu sais, qui avait des symptômes de COVID, puis nous autres, on était là, les clowns, là, puis... Fait que là, il a fallu qu'on se batte pour se faire reconnaître au 8%, puis l'avoir, mais ça, c'est un exemple, tu sais, mais il y en a d'autres. Ah, c'est ridicule. Une chance que le ridicule tue pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui seraient morts dans le ministère. mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je comprends que, tu sais, une fois qu'on monte les échelons, on a peut-être des meilleures conditions de travail, on a peut-être un meilleur salaire, puis là, on veut se protéger entre nous, les gestionnaires, puis, je veux dire, il faut justifier des salaires, puis on arrive avec des projets qui n'ont pas d'allure, qui ne reflètent pas la réalité du terrain, mais c'est aujourd'hui on a pensé à ça, puis ça va être ça, puis tu vois, mais ça fait pas de sens que tu me sors, tu sais, pourquoi, là?
Fait que, tu sais, puis en même temps, quand t'es gestionnaire, ben si t'as pas des bons commentaires, et s'il y a une tête qu'il faut qu'il tombe, ben c'est la tienne. C'est sûr que tu veux te protéger. Fait que, tu sais, puis être gestionnaire, puis après ça, retourner sur le plancher avec ceux en bas, c'est pas Ouais, je évident. sais pas, je suis pas trop au courant s'il y a souvent des têtes qui tombent dans les gestionnaires. Ben, il y a pas de. C'est ça. Il y en a pas. Moi, genre, On le sait pas trop, hein? c'est ou des restructurations, ou. Mais, tu sais, au final, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est comme dans le réseau hospitalier. C'est ceux en bas qui tiennent le fort tout le temps, tu sais. Toujours, toujours. Fait que, ouais. Ok, ben on va en parler. Je sais que les paramédics ont plus de convention collective depuis, ça commence à faire très longtemps, là. Mets-nous à jour de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans Nego, puis où est-ce qu'on en est? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que les négociations du secteur préhospitalier dans le réseau de la santé, c'est toujours les derniers. On est toujours les derniers à négocier une convention collective. Pour certains syndicats, c'est depuis 2 ans. Pour d'autres, c'est 1 an. Ça va être une des premières fois, je crois, que tout le monde va être en moyen de pression en même temps. Que tout le monde se retrouve sans convention en même temps. Euh, Dans les négociations, ben, le ministère, le Conseil du Trésor propose une réduction de salaire. Donc, on veut mettre les salaires à Évidemment, vous la n'allez pas baisse. accepter ça. Ouais. Ben, si c'est accepté, c'est ça. Je sais pas quoi. Je sais pas ça va être Ben, quoi, c'est mais je parce que penserais pas. Non. c'est une offre tellement ridicule que c'est sûr que ça va être refusé, là. Ben, On pourrait leur en donner une. Eux autres, une diminution de salaire, me semble, ça ferait bien. eux, ils ont quand même été bons de se voter 30% d'augmentation 30%, sans l'opinion de la population, dans le fond. oui. C'est bar open, puis on s'augmente de 30%. 30% d'un très gros salaire aussi, Oui, ça oui, donne ben beaucoup oui. plus que ce que vous allez peut-être avoir, là, je sais pas, 10% de 25 pièces de l'heure, 30 pièces de l'heure, là. Puis des primes, parce que des primes, c'est important d'avoir Ouais, des primes, parce que des ouais, primes, ça compte pas dans le fonds de pension. Fait que ça, c'est parfait, là. exactement. Acceptons des primes, puis pas de salaire, puis... Mais tu sais, c'est un gouvernement qui méprise. Moi, je croyais qu'à l'époque des libéraux, c'était... Il y a- qu'on est, il y avait du mépris, par exemple, Gaétan Barrette, mais je suis obligé d'avouer que présentement, la CAQ a un très gros mépris envers notre profession, un très grand manque de respect. Où est-ce que ça va aller? Les paramédics n'accepteront pas une diminution de salaire, là. Ça, c'est hors de question. Puis, tu sais, il y a toujours la partie monétaire qui est une chose, les salaires, mais il y a aussi le fait des retraites. Présentement, à l'heure actuelle, un paramédic qui veut prendre sa retraite en bas de 60 ans, c'est impossible. Les paramédics qui prennent leur retraite, ils ont 64, 65 ans. Là, ils sont plus capables, ils ont le dos arraché, c'est une job qui est difficile, mais c'est pas grave. On étire ça, on les garde sur le terrain, il n'y a pas de problème. Ils sont brûlés, là. Les gens, Oui, ils restent parce qu'ils aiment ça, oui, mais ils restent parce qu'ils n'ont pas le choix de rester pour essayer d'avoir un fonds de pension qui a de l'allure puis une retraite qui a de l'allure. Fait qu'on on étire, puis, tu sais, présentement, un paramédic qui commence sur l'ambulance, euh, après 2-3 ans, il va se réorienter, là. ok, il n'y a pas de Il n'y a rétention. pas de rétention. Fait que les incitatifs à garder les jeunes, il n'y en a pas. Puis, après ça, si tu veux avoir une famille, ben, bonne chance, parce que c'est pas évident. Il va falloir que tu aies une conjointe, un conjoint qui soit très compréhensif de tes horaires, parce que c'est des 12 heures où tu peux peut-être être en faction en région quelque part, où tu peux travailler sur des horaires jour, soir, nuit si tu es en partiel, parce que tu n'as pas un horaire fixe tout le temps quand tu es en partiel, tu te promènes à gauche, à droite. Puis il y a les gardes aussi. Puis les gardes, ben ça c'est l'horaire de faction. Là. L'horaire de faction, si je peux faire une courbe là-dessus, l'horaire de faction, c'est un horaire qui est partout en région, au Québec. C'est un horaire que les paramédics sont de garde à la maison. Donc, tu es de garde. Quand ton radio sonne, tu as 8 minutes, 10 minutes pour te rendre à l'ambulance qui est à la caserne. Tu dois rester dans un rayon de moins de 5 minutes. Puis tu dois mettre ton uniforme puis te diriger à l'ambulance. Tu es 24 heures sur 24 disponible pendant 7 jours.
et tu es rémunéré seulement 1 heure sur 2. Tu n'es pas rémunéré 24 heures sur 24. Tu es rémunéré 1 heure sur 2. Et là, tu vas faire tes appels. Le problème, c'est que cet horaire-là, pourquoi on dit qu'elle est dangereuse? D'un, c'est la dette de sommeil des paramédics, parce que tu es appelé pendant 24 heures à n'importe quelle heure. Là. Ça, c'est une chose. Ensuite, c'est la dangerosité pour la population. J'en ai fait de la faction dans ma carrière, puis les patients que j'ai réanimés, c'est parce qu'ils ont codé devant moi. Ça n'a jamais été parce que ils ont codé, puis monsieur et madame appellent, puis on arrive, puis on réanime. Là. Ça, il n'y en a pas de ça. Là. C'est rare. Là. Parce que chaque patient qui fait un arrêt cardiaque, chaque minute qu'il n'y a pas de manœuvre, c'est 10% de chance de non-réanimation. Mais là, imaginez que moi, je dis moi, mais c'est le paramédic qui travaille en faction, ça y prend 10 minutes pour se rendre à l'ambulance. Les chances de survie sont quasi nulles, là, tu sais. Ouais. Fait que ça augmente des délais, ça crée des délais pour les gens, pour la population. Puis c'est désuet comme horaire. Ben, il n'y a personne qui gagne, à part eux autres, d'avoir une facilité de dire, de soulager leur conscience. Là, on a ce type d'horaire-là qui existe pour combler tel besoin. Là. Ben, ça paraît peut-être bien sur leur papier, mais... Ben, ça paraît bien pour le ministère parce que c'est moins gérant pour eux, tu sais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà des subventions que les entreprises reçoivent pour le fonctionnement, le maintien, puis des équipements, des opérations, c'est que le système préhospitalier, c'est un système qu'il faut quémander. Autrement dit, je vais prendre l'exemple de Lévis. Je vais le citer, je vais le mentionner, j'ai pas de problème avec ça. Lévis, là, c'est public, okay? C'est mentionné. Il y a 2 ambulances de nuit pour 115 000 de population, environ. Le ministère refuse d'ajouter une ambulance. Okay? Eux autres, les paramédics à Lévis sont débordés, ça roule, c'est des appels. Puis Lévis, 115 000 de population, c'est grand, là. C'est grand, Lévis. Oui. Là, okay? Donc, c'est les ambulances voisines qui viennent couvrir. Donc, on désabrille un pour abrier l'autre. Okay? L'entreprise ambulancière qui est là, dans son profit, a l'argent pour avoir une autre ambulance, pour en mettre 2 même. Ils l'ont, l'argent, ils font du profit. Mais le système est fait que pour avoir une ambulance, ça prend un permis. Et pour avoir le permis, il faut que le CIS autorise le permis et budget. C'est un budget supplémentaire. L'entreprise ne l'assumera pas de sa poche. L'entreprise va quémander des fonds au ministère pour opérer une ambulance supplémentaire sur son territoire. Donc, il y a des profits d'un côté. Puis là, on parle des profits en termes de millions. Là. C'est des millions de profits. Ouais. Et d'un autre côté, si on veut ajouter une ambulance, c'est le ministère qui doit donner le permis, qui doit l'approuver. Et ça va être un permis qui va être subventionné encore par l'argent des contribuables, l'argent du public. Donc, c'est un système qu'il faut quémander. Tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Puis ça se termine avec des décisions... le citoyen ne gagne pas. Je vais te dire comment ça finit. Là. Ça finit par des morts. C'est trash que je vais te dire, mais c'est la population qui écope, puis c'est des morts. Puis là, quand il y a un mort, là, il y a des recommandations des coronaires. Il y a des coronaires qui recommandent d'avoir des ambulances. Il faut ajouter des ambulances. Là. Puis là, t'as François Legault là, qui va sortir puis qui va dire « Ouais, on peut pas mettre des ambulances à chaque coin de rue. » C'est pas réaliste. Toujours trouver la caricature pour faire paraître le rapport qu'ils ont reçu, les recommandations qu'ils ont reçues comme si c'était exagéré. C'est ça, exactement. On parlait un peu des négos, on va revenir un peu là-dessus. Est-ce que tu as observé le même genre de négociation qu'avec les infirmières ou les médecins présentement? C'est-à-dire que on raconte des mensonges sur la place publique, on dénigre un peu les gens qui font ce métier-là. Est-ce que tu as senti ça? Ben oui, mais moi je vais te dire, à chaque année ils sortent un palmarès des métiers que les Québécois ont plus confiance, ok? Et à chaque année, pas péter de la broue, mais on est tout le temps top 2 avec les pompiers. C'est quoi numéro 1? C'est les pompiers. Une année c'est les pompiers, l'autre année c'est nous autres, puis ça. Okay. Fait la population, elle est au fait. Puis on a la confiance du public. Ça c'est inébranlable.
Là où ce Ça que, n'a pas de prix, ça. ça n'a pas de prix. Là où ce que il y a, où ce qu'il va y avoir litige, où ce que ça bug, c'est dans nos revendications, les employeurs, mais surtout le ministère, vont vouloir nous faire mal paraître en disant que ce qu'on fait comme moyen de pression, ça touche la population. Mais c'est pas vrai. Il n'y a aucun de nos moyens de pression qui va affecter les soins aux patients. Jamais, jamais, jamais. Jamais ça va arriver. Le Ben, vous patient, avez même pas le droit. premièrement, on n'a pas le droit. Puis deuxièmement, ça n'arrivera jamais. Et je sais très bien que les entreprises dépensent des sommes faramineuses pour amener les syndicats au tribunal du travail pour bloquer les moyens de pression. Parce qu'il y a des moyens de pression qu'on va prendre qui vont être administratifs et ça va impacter les employeurs sur leur financement. Exemple, de ne pas remplir la facturation. Mais là, ils ont été capables de négocier avec le ministère que même si on ne remplit pas la facturation, ils vont être payés pareil. Il y a toujours des contournements. Mais dans les médias, on n'est pas dépeints comme... au contraire, on a vraiment l'appui des médias. OK. On a cet appui-là. Mais il reste que si toute cette énergie-là qu'ils mettent à vous amener au tribunal puis à combattre vos moyens de pression, ils la mettaient dans la négociation, vous pourriez certainement trouver des terrains d'entente parce qu'il y a plusieurs enjeux, vous autres, pour les paramédics. Là, c'est quoi les grands enjeux pour toi de votre profession, des choses qu'il faut régler, là? Ben, il y a le fonds de pension, ça c'est clair. Il faut offrir un fonds de pension qui a de l'allure parce qu'il y a des paramédics qui sont plus capables, là, qui sont rendus à un âge qu'ils sont plus capables, Ouais. ils ont mal partout, puis ils sont blessés, puis fait il y a les moyens de, il y a le fonds de pension, il y a tout l'aspect monétaire, il y a les conditions, que ce soit les horaires, que ce soit les incitatifs. Je ferai pas de cachette, c'est sûr qu'il y a du financier derrière tout ça. Je veux dire, le coût de la vie augmente, tout Ben augmente. oui. Ben nous aussi, ça fait partie de ça, tu sais. Si eux ont eu le droit à 30%, Ben, vous pourriez avoir droit à votre part aussi, Ben, hein? on pourrait. Tu sais, nous, on demande ce que la fonction publique va recevoir. Ça, c'est l'ensemble des demandes syndicales. Mais vois-tu, il y a un syndicat que eux, il y a deux syndicats. Non, quasiment. Il y a trois syndicats qui, dans leur dernière convention, s'étaient inscrits selon ce que la fonction publique va obtenir. Puis le ministère refuse de payer. C'est en arbitrage. Puis, finalement, puis tu sais, on parle de 4%, là. On parle pas de 5, mettons. On parle On pas parle de pas de 30. 30, là. Tu sais, c'est ça. Mais tu sais, c'est toujours de tirer ça. C'est toujours de demander, puis demander. Puis là, quand tu demandes, ben là, là, on sait pas, là. Puis là, c'est jamais la faute d'un. Tout le monde se renvoie la balle. Mais là, Chris, c'est qui prend la décision, là? C'est qui, là, qui va mettre ses culottes, puis qui va venir dire, OK, on va faire de quoi, puis on va structurer. Parce que chaque entreprise peut avoir ses propres projets, tu sais. Peut décider d'avoir ses propres projets, puis tu sais, les coopératives, c'est quand même eux qui innovent le plus parce que c'est les membres, tu sais, les paramédics qui sont membres, fait que c'est eux qui décident avec leur argent d'investir dans des équipements plus à la fine pointe ou de faire un projet XY, tu sais, ils vont décider eux-mêmes de le financer versus un privé qui va dire, ah, ben là, moi, je touche pas à ça, j'aime mieux prendre mon argent et investir dans l'immobilier à la place, c'est mieux. Tu comprends? Oui, oui, je comprends. Si on revient aux conditions de travail des paramédics, c'est quoi que tu changerais, toi, pour améliorer peut-être la santé mentale, pour améliorer peut-être l'organisation? Je ne sais pas, c'est quoi que tu améliorerais? Ben, il y a pour la santé mentale, ok, ouais. Je pense qu'on va aller dans la santé mentale. Je pense que là, tu m'ouvres une boîte de Ben, Pandore, je là. voulais l'ouvrir, la Oui, tu boîte. me l'ouvres, là. Ok. Ce qu'on entend souvent dans les médias ou ce que quand on entend parler de sensibilisation à la santé mentale, ce qu'on entend, c'est toujours l'appel qui fait déborder. Tu sais, le gros appel qui fait qu'il va te sortir de la route. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que tu commences ton corps de travail comme paramédic, tu deviens la personne la plus surveillée du réseau de la santé. OK? Tu as toujours l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Tout le temps.
Tu as la pression que tu dois performer, tu as la pression d'avoir les délais réponses les meilleurs, tu as la pression de ne pas faire d'erreur dans tes protocoles. Tu as toujours cette pression-là. Chaque appel ambulancière, chaque intervention est enregistrée. Okay? On est enregistré sur chaque intervention. Ces interventions-là sont transmises au CIS des régions. Puis il y a des gens qui vont évaluer tes interventions, puis ils vont dire, selon ce qu'on a entendu, selon ce que tu as écrit dans ton rapport, tu n'as pas fait ci, tu as fait ça, tu aurais dû faire ci, bon, tu es évalué comme ça. Puis ensuite, il y a des conséquences à ça si jamais tu as oublié de donner un médicament ou tu as eu un délai pour donner un médicament, etc., etc. Ça fait que cette pression-là s'accumule à chaque jour. Chaque jour que tu travailles, il y a toujours ça, cette pression-là. Tu as la pression de ton employeur, tu as la pression du CIS, tu as la pression de la population, tu as la pression de tes collègues, tu as toujours cette pression-là. Elle s'accumule, puis elle s'accumule, puis elle s'accumule. Mais à un moment donné, c'est cette accumulation. Puis il y a le fait aussi de voir des appels, de finir en overtime, de ne pas être capable de manger, de ne pas être capable d'avoir le temps, de l'impuissance sur des interventions que tu as faites parce que tu as été trop long, parce que tu étais pogné à tel endroit, de transporter quelqu'un qui nécessitait pas d'ambulance. Il y a tout ce regroupement-là qui tombe sur tes épaules. Puis il y en a qui prennent ça plus à cœur que d'autres. Moi, je fais partie de la génération, là, à mon âge, je fais partie de la génération que je me mets plus sur ses épaules. Là. Moi, je fais ma job, puis s'ils sont pas contents, je vais juste m'en aller. Là. C'est tout. Mais je me souviens quand j'ai commencé, là, hey, j'ai pas donné tel médicament à ce patient-là. Je me sens mal pis tout, mais tu sais, le patient, ça fait 20 ans qu'il fume, mais là, moi, j'ai pas donné son médicament, son salbutamol tout de suite, puis là, je me sens coupable. Tu sais, aujourd'hui, je me dis, ça n'a pas de sens. Moi, je donne tout ce que je peux à mes patients, tu sais, dans le fond. Je pense que chaque paramédic donne ce qu'il peut au meilleur des connaissances à ses patients. Fait que prends tout cet aspect-là, rajoute ça avec tous les appels qu'on a, le citron qui est pressé à chaque fois, sur chaque intervention, à chaque fois, ça se peut qu'à un moment donné, ça pète. Puis quand ça pète, quand tu mets le genou à terre et que tu dis « Hey, je suis plus capable, là, ben, ton employeur va... Il y a des bons employeurs dans le préhospitalier, là, je tiens à le dire. Il y a des bons employeurs. C'est pas beaucoup, il y en a des bons. Mais ton employeur, ce qu'il va te dire, c'est « OK, parfait, va te chercher un billet du médecin, tu te fais mettre en arrêt de travail. » Première chose qu'il va faire, c'est qu'il va contester. Il va te contester, puis il va t'embarquer dans une affaire de paperasse avec la CSST en disant, ben nous, c'est pas de notre faute, tu sais. Puis moi, j'ai vu ça, là. Un paramédic se suicider, que l'employeur a fait chier, mais aller faire une publication sur Facebook après pour dire, tu sais, si vous vivez de la santé mentale, parler, on est là, on est à l'écoute. Mais quand tu connais l'histoire, quand tu sais, tu te dis que ça n'a pas de sens, là. C'est un niveau d'hypocrisie c'est de l'hypocrisie. inégalable. Oui, c'est de l'hypocrisie pure et dure. Mais il y en a, tu sais, ce qui est plate, c'est que il y en a des bons employeurs, il y en a des bons gestionnaires, il y en a, là, je l'admets, je suis capable de le dire qu'il y en a des bons. Le problème, c'est que quand ils tombent dans cette structure-là ah, mais là, il ne faut pas que tu sortes du moule, tu sais, il faut pas que tu sortes de la ligne de pensée qu'on a, ben, ça vient qu'ils deviennent des mauvais gestionnaires. Ils ont de la volonté, ils prennent le poste, ils ont de la volonté, ils veulent changer les choses, puis ils se font rasseoir, puis ils se font dire, attends un peu, là, tu vas te calmer les nerfs, là, genre, calme tes nerfs, là. Fait le grand nombre de mauvais gestionnaires, malheureusement, vient faire mal paraître ceux qui sont bons. Parce qu'il y en a des bons gestionnaires. Puis il y en a du positif. Là, je parle, puis je dénonce, puis j'ai l'air d'un gars négatif, mais il y a du positif dans le préhospitalier. Il y en a. Mais dans ton expérience à toi, on prend pas soin de la santé mentale des ambulanciers. Ben, on demande, puis ça doit être la même chose pour toi, on nous demande d'être humains, d'avoir de l'empathie, mais on est géré par des procédures qui sont inhumaines et qui manquent d'empathie. Je veux dire, les patients, c'est pas des numéros, là. Faut arrêter de voir ça comme des numéros. Quand même bien que j'ai pris 45 minutes à réconforter un patient, qu'est-ce que ça vous calisse? Excusez, là, mais qu'est-ce que ça vous calisse? Je vais prendre le temps avec mes patients. Moi, je ne traite pas des numéros, je traite du monde. Puis je pense que l'ensemble des collègues pensent la même chose, tu sais. Fait qu'on nous demande d'être humain dans un système qui est inhumain.
Oui, c'est exactement pareil. Je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Fait que, tu sais, après ça, tu as le choix. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dénonce? Est-ce que je m'en fous? Est-ce que. On se place comment là-dedans? Est-ce que j'embarque dans cette lignée-là inhumain puis dire, ben, je vais. Ou j'essaie de changer les choses? Il y a une raison pourquoi je suis anonyme aujourd'hui. Parce que si je le suis pas, ben, on va vouloir ma peau, dans le fond, d'une certaine façon. Ben vas-y, parle-nous-en. Qu'est-ce qui va arriver si t'es pas anonyme aujourd'hui? Ben, si je suis pas anonyme aujourd'hui, c'est ma job qui est en jeu. C'est ma job, tout simplement. C'est ma carrière qui est en jeu. Parce que je dénonce des choses qui sont, qui sont totalement inacceptables. Il y a des comptes à rendre. Il y a des gens qui ont des comptes à rendre puis ils les rendent pas. Puis la journée qu'ils vont le faire, la journée qu'ils vont prendre leurs responsabilités, je vais être le premier à les applaudir et à leur dire bravo puis à souligner ça. Mais on n'est pas là. On, on fait rire de nous, on se fait manquer de respect. Fait que j'ai pas le choix, d'être anonyme. C'est plate parce que j'aimerais ça être à visage découvert, pas parce que je suis beau, parce que ça n'a pas rapport. Mais j'aimerais ça. Je peux pas te critiquer là-dessus, regarde-moi. Non, mais tu sais, je pense que tu es dans la même chaise que moi là-dessus. Puis je pense que chaque personne qui vient à ton podcast vive un peu. Il y en a qui se cachent pas, puis tu sais, tant mieux. Moi, pour l'instant, je suis pas là. La journée que je quitte le Préos, ça va me faire plaisir d'être à visage découvert, puis de révéler Ouais. mon identité. Mais à date, ceux que j'ai qui se cachent pas sont à la retraite ou ils ont changé d'emploi, sont rendus dans le privé. Ben, Tu c'est sais, il ça. y a un contexte aussi, là. Exact. Toi puis moi, on est encore dans le public, puis c'est pas beaucoup de monde qui peut se permettre de mettre sa job en jeu comme ça, puis j'assumerai les conséquences. Aujourd'hui, avec l'inflation puis tout ça, Sont lourds, il c'est y a pas lourd les beaucoup de monde. conséquences. Ouais, C'est lourd, tu sais. ouais. Si t'as une famille, si t'as écoute, une maison, peu importe, un loyer, on a toutes des choses à payer. On peut pas se permettre. Puis malheureusement, le diplôme de paramédic, il t'ouvre des portes nulle part. Une fois que c'est fait, une fois que tu l'as, Ok. ça t'ouvre des portes nulle part. Tu peux juste être Tu peux paramédic. pas devenir infirmière Non, après, là. c'est terminé. Il faut que tu retournes à l'école. Ouais. On peut devenir, exemple, préposé, mais je veux dire, c'est c'est tout. Puis Ouais. puis je dénigre pas la job de préposé, là, vraiment pas, là, loin de là, Non, là, non, mais vraiment je pas. comprends ce que tu veux dire. Mais je peux pas me partir une agence privée puis dire venez travailler pour moi des paramédics, puis on se part une affaire, puis on s'en va dans le. Il y en a pas de ça. Ou je vais aller travailler à l'hôpital comme paramédic, ça existe pas. Il y en a pas. C'est terminé après, là. T'es paramédic, puis that's it, là. Je connais quelqu'un qui a voulu devenir agent de sécurité. Puis le cours d'agent de sécurité, il y a un 16 heures de formation secouriste en milieu de travail. Puis la personne a appelé au BSP, Bureau de la santé, Bureau de la sécurité publique, puis a demandé, ben moi je suis paramédic, est-ce que je suis obligé de faire le 16 heures de premiers soins? Et la personne lui a répondu, ben je sais pas si ta formation de paramédic est plus élaborée que le 16 heures de secouriste. Ben voyons Mais ta donc. Chris, c'est À quel point les gens sont ignorants. genre, je veux dire, Chris, on peut l'enseigner ce cours-là. Je veux dire, Ouais. fait que tu sais, T'en as roulé combien des codes bleus, là, tu sais? mais genre, mais c'est ça, mais tu sais, dans les usines, c'est nous qui va y chercher, on va y chercher partout, tu sais, fait, Ouais. fait que c'est pour ça que, tu sais, il y a des conséquences à dénoncer, il y en a qui ont écopé, ça a été public récemment, des représentants syndicaux qui ont sorti publiquement pour dénoncer, puis ils ont été congédiés, ils ont été suspendus, congédiés, les le préhospitalier, c'est une belle image, mais c'est une coquille vide à l'intérieur. Je suis désolé, je suis négatif, les gens, je m'excuse, mais c'est ça la réalité. T'sais. Puis on est là, puis je vais réitérer mon propos au début. Si je suis encore là, c'est parce que j'ai du fun avec mes collègues, parce que je crée mon propre fun. Je suis capable de me faire du plaisir sur le travail. J'aime faire des appels, j'aime intervenir. Cette partie-là, elle est intouchable. Puis la journée que la flamme sera plus là, je vais pas rester, je vais quitter.
Pour moi, c'est ça. Mais tant que je vais encore avoir cette passion-là de faire de l'ambulance, parce que, tu sais, traiter des patients, moi, j'aime ça, là. Je veux dire, je pense que tu l'as dit au début, on est tous là pour ça, tu sais. Fait que, Ouais. C'est ça qui est dommage, qu'ils utilisent ça, notre- que ça fait partie de notre identité. Dans le temps, on disait la vocation, là. ouais. Mais ils utilisent ça, puis en sachant qu'il y en a pas beaucoup qui vont partir. Puis malgré ça, il y en a beaucoup qui finissent Mm, par partir parce que c'est pas endurable sur le long terme, là. Pour nous maltraiter. Ils utilisent ça pour nous maltraiter. mm, C'était ça mon point. ouais. Ouais, parce que, Mais ça ferait. ouais, Oui, excuse-moi, vas-y, la excuse-moi. vocation, malheureusement, ça paye pas ton hypothèque, puis ça paye pas ton épicerie. Non, C'est non. niaiseux, là, mais c'est ça. Puis dans les conditions qu'on pratique, ça rend pas plus heureux nécessairement aussi parce que t'as même pas des fois l'impression que tu donnes la qualité de soins que tu voudrais donner. En tout cas, nous, dans les soins infirmiers, Mm, on est dans un contexte, puis avec un nombre de patients, puis de ratios, puis tout ça, mm. que c'est pas possible de donner les soins que tu voudrais donner à cette personne-là si c'était ta mère. Non, non, exact. Exact. Puis regarde comment ça se passe au Québec. On s'en reparlerait dans 5 ans, puis on aurait un discours encore plus intense. La population est de plus en plus vieillissante. Les Ouais, patients, les personnes ont de plus en plus besoin de nos services, puis les services ne suivent pas. Puis je veux juste dire, excuse-moi, je veux juste préciser une chose. Tantôt, j'ai mentionné, il y a des gens qui appellent l'ambulance qui n'auraient pas dû, puis je veux juste mentionner une chose. C'est pas parce qu'on dit que la personne ne nécessitait pas d'ambulance qu'elle n'avait pas besoin de ressources, là. Je veux juste qu'on, tu sais, ouais. déterminer Faut ça. faire la distinction. Vraiment. Parce que c'est peut-être pas un cas d'ambulance aujourd'hui. C'est peut-être un cas de travailleur social ou de Ouais, ressources X, Y, mais que cette ressource-là n'existe pas. Puis le dernier recours, c'est quoi aux gens? C'est de faire le 911, c'est de nous appeler. ouais. Je trouve qu'on voit beaucoup de misère humaine, puis tu sais, moi dans mon hôpital, dans mon département, j'en vois juste une fraction. Fait que ça donne une idée de à quel point ça existe, l'isolement social, la Ouais. pauvreté, la misère humaine. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Je sais pas si tu as de quoi dire Oui, là-dessus. c'est beaucoup. C'est beaucoup des gens qui vivent dans des conditions défavorables. J- Les loyers ne suivent pas. Il y a une Mhm. pénurie de loyers. Moi, je rentre, là, je le vois, là, je peux le témoigner. Des gens qui viennent d'outre-mer, l'immigration qui viennent ici, puis qui vont vivre 7-8 dans un 4,5, parce qu'il n'y en a pas de place. C'est des conditions qui sont déplorables, mais ils n'ont pas le choix de faire ça. Ils n'ont pas le choix, sinon ils sont dans la rue. Fait qu'ils acceptent de vivre comme ça, parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis les gens nous appellent, puis là, on arrive, puis on le sait que c'est pas un cas d'urgence, mais Chris, ils n'ont pas de ressources. Ils ont besoin Ils ont d'aide, besoin pareil. d'aide, ces gens-là. Puis j'ai dit l'immigration, mais c'est pas juste ça. Là, je ne veux pas Non, mais préciser ça, mais oui, c'est oui. un contexte. Là. Des gens dans la rue, des gens en situation d'itinérance. Il y en a beaucoup plus. Des personnes âgées, de la solitude, de la maltraitance, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Puis ce qu'ils ont besoin, malheureusement, c'est pas d'un ambulancier, c'est travailleur social, c'est un encadrement avec des services du CLSC, puis tout ça, là. Moi, j'ai vu dans ma pratique, puis ça, j'avais dit ça à une madame. Elle se faisait crier après par la propriétaire de la résidence. Puis elle se faisait vraiment traiter comme de la merde. Là, ok? C'était vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Puis je dis à la madame, je dis, vous voulez voir à l'hôpital? Puis elle dit, je vais faire quoi à l'hôpital? Ok, je vais attendre 12 heures. Puis je vais perdre mon temps. Et je me souviens très bien de lui avoir dit, ben dis-toi que cette 12 heures-là, tu te feras pas donner de la merde par elle, tu sais. Puis elle a accepté. Elle a dit, t'as raison, je vais y aller. Mais tu sais, quand tu regardes ça aujourd'hui, je, tu te dis, tu sais, c'est absurde. C'est une chaise qu'on a remplie à l'urgence, mais c'est sortir cette madame-là de sa situation qui était de la merde parce qu'elle se faisait crier après, elle se Ouais. faisait maltraiter. Mais la Au ressource moins n'était pas l'urgence. temporairement. Ben c'est ça, mais la ressource n'était pas l'urgence, mais à ce Ouais. moment-là, c'est juste ça qu'il y avait, tu sais. Fait que Ouais. c'est ça. Je voulais juste spécifier ce petit côté-là, là, parce que je veux pas paraître sans cœur à dire que les gens, vous nécessitez pas besoin d'ambulance, c'est vraiment pas ça, là. Ben, tu l'as dit, vous êtes à chaque année dans le top 2 des métiers Oui, les plus aimés.
Moi, je pense qu'il y a une raison pour ça. Ben, je T'as pas pense. à être inquiet de ce que Ouais. mes auditeurs pensent. Puis si on peut battre les pompiers. Non, non, Bon, mais on peut faire du pompier bashing si tu veux. ah non, non, vraiment pas. Vraiment pas. Ils nous aident pas mal. Puis on est bien content de les avoir, ces accidents. Puis tout. Là. C'est des paires de bras importants. Ben oui. Ben écoute, ça fait une belle conclusion à l'épisode, à moins que tu aies un petit quelque chose que tu t'étais dit que tu voulais dire puis que tu as oublié. Non, je pense que je me suis Non. un peu emporté. Mais Je t'ai c'est. laissé aller. Je te l'ai dit, Ouais. j'ai détaché la laisse. Ouais, en tout cas, ben merci de permettre de prendre la parole puis de dénoncer. Là. Je trouve que c'est Ça important. fait Puis, grand puis si plaisir. les gens, tu sais, les gens, pour vrai, faut arrêter, je le dis de façon anonyme, mais plus qu'il va y avoir de gens qui vont dénoncer, moins qu'on va avoir peur de le faire à visage découvert, puis tu sais, de se tenir, puis d'essayer de changer ça une fois pour toutes, puis de l'améliorer, notre réseau. Tu sais. C'est pas perdu, là. On est capable de le changer. Il faut juste s'arrêter d'avoir peur, puis de se tenir. Tu sais. Oui, parce que la seule chose qui empêche présentement, c'est le manque de volonté politique. Mais Mm. si on leur remet d'en face assez qui n'ont pas le choix, qui doivent prendre leurs responsabilités, ben il y a de l'espoir. Un Mm. jour, on peut engendrer des changements. J'aurais pas mieux dit que toi en passant, c'était super bien dit. Ben, merci. Et c'est moi qui te remercie d'avoir participé. Je suis sûr que ça a intéressé beaucoup de monde, puis je te souhaite une belle continuité dans ton métier formidable. Ben, merci beaucoup. Je sais pas pour vous, mais moi, ce témoignage choc d'un paramédic me rappelle à quel point leur rôle est essentiel et combien leurs conditions de travail influencent directement notre sécurité à tous. Derrière chaque appel d'urgence, il y a des hommes et des femmes qui donnent tout pour sauver des gens en détresse. Et souvent, ça se fait au détriment de leur propre santé, dans des conditions défavorables imposées par des gestionnaires et des politiciens déconnectés. Merci encore à mon invité pour son courage et son franc-parler. Et merci à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute et de partager ces réalités dont on ne parle jamais assez. Dans le prochain épisode, on reçoit une infirmière auxiliaire qui a travaillé en CHSLD, à l'urgence et en obstétrique. On va jaser de son vécu et de ses conditions de travail dans le réseau et vous allez entendre des anecdotes qui vont vous glacer le sang. À la semaine prochaine, tout le monde.